Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 279 de Change ma vie, mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous la discussion que j'ai eue avec Julien Kim, qui est le créateur du podcast Vivre mieux. Julien Kim, qui m'a reçu sur son podcast, est conférencier, auteur et entrepreneur, et il est le fondateur de l'école Vivre mieux et du média Vivre mieux, que je vous invite à découvrir en suivant le lien que nous mettrons dans les notes de cet épisode. Dans cette conversation, on parle de l'éducation émotionnelle qu'on devrait tous et toutes idéalement recevoir, on parle des éléments indispensables pour se sentir bien dans sa vie, et on parle de Change ma vie et de la façon dont je conduis notre mission, qui est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié. Je vous propose donc, sans plus attendre, d'écouter ma conversation avec Julien Kim. Bonjour Clotilde, bienvenue sur le podcast de l'école Vivre mieux. Bonjour Julien, merci pour ton invitation. Je suis surtout particulièrement ravi parce que j'ai découvert ton podcast il y a quelques années. J'ai beaucoup apprécié en fait la qualité de ton discours, la qualité des explications et puis les thématiques abordées qui je trouve sont très pragmatiques et applicables au quotidien. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter Change ma vie ? Donc, je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifié et j'ai créé une entreprise de coaching qui s'appelle Change ma vie. Et on propose également un podcast que j'ai créé en 2017 qui propose d'apporter des clés concrètes pour mieux comprendre son cerveau et ses émotions. Parce que, à mon sens, c'est vraiment une base fondamentale pour conduire sa vie dans la direction dans laquelle on veut effectivement aller. Et donc, est-ce que c'est ça qui t'anime, t'inspire, te motive à porter le projet de Change ma vie ? C'est accompagner les clients à aller vers ce sens. C'est ça. La mission de Change ma vie, c'est de mettre fin à ce que j'appelle le gâchis des vies vécues à moitié. En fait, je constate que y a énormément de personnes qui, en fait, vivent à moitié, c'est-à-dire pas tout à fait la vie qu'elles veulent, pas tout à fait la vie qui leur ressemble, ou c'est des journées qui sont passées avec, des contrariétés qui prennent plus de place que strictement nécessaire, des rêves un petit peu revus à la baisse parce que on en a un peu peur, on a peur d'être jugé, etc. Et en fait, moi, je crois fondamentalement que chaque personne a la possibilité d'apporter quelque chose de vraiment lumineux et unique. Et en fait, je pense que collectivement, on créerait un monde qui serait plus aligné et plus en paix si chaque personne avait la possibilité d'abord de savoir ce qu'il veut et de se donner les moyens de le créer et quelque chose qui serait vraiment son aspiration propre et non pas essayer de prouver quelque chose ou de prendre le pouvoir sur d'autres, etc. C'est un peu le sentiment de se retrouver au niveau individuel dans une boîte trop petite par rapport à ses propres aspirations, et puis au niveau sociétal, si tout le monde sort de sa boîte, on pourrait construire des choses bien plus belles et bien plus grandes. C'est ça. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup des problématiques qu'on a, à commencer par nos relations individuelles, c'est généralement, donc tout ce qui est conflit, tout ce qui est violence, tout ce qui est incompréhension, etc. C'est toujours, à la base, c'est toujours une personne qui est pas bien avec elle, qui est pas bien dans sa vie. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, loin d'être nombriliste, une démarche qui consiste d'abord à se sentir bien soi et avec soi. En réalité, ça a un effet très bénéfique et positif sur la société dans son ensemble, parce que quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres, on est plus patient, on est moins réactif, on est plus compréhensif, on a plus de compassion. Et donc, je pense vraiment qu'il y a alors, c'est pas la seule modification qu'il faut faire pour que la société aille mieux, mais je pense vraiment qu'il y a des clés à mettre en place à l'échelle individuelle. Et puis ensuite, il y a bien sûr des choses systémiques. C'est souvent... Tu as évoqué, je sais plus si tu as exactement utilisé ce mot, mais la violence, ou en tout cas une expression, une communication qui pourrait être violente ou qui pourrait être du jugement. C'est en fait l'expression de besoins non assouvis et peut-être réalisé de la mauvaise manière, on va dire, pas de la meilleure manière. C'est ça. En fait, très simplement, on voit bien que quand
quand une personne se sent bien à sa place dans sa vie, qu'elle a l'impression que son quotidien ressemble à la vie qu'elle a envie de vivre, on voit bien que une altercation dans la queue du supermarché ou au volant ou le soir avec sa famille, en fait, si la personne est globalement bien, en fait, ça va se passer globalement mieux. Là où si quelqu'un est par ailleurs stressé, a peur, a l'impression qu'on l'écoute pas, a l'impression que ce qu'il fait, ça n'a pas de sens, le moindre petit accroc avec quelqu'un d'autre, en fait, ça prend des proportions parce qu'en fait, il y a une espèce d'irritation générale et donc, comme on n'est pas bien, on rejette la faute sur les autres, tout le monde nous gonfle et en fait ça fait un espèce d'effet. Alors ça peut paraître comme ça, on peut se dire oui bon d'accord, le développement personnel ne sauvera pas le monde, mais pour autant, je pense que des individus qui ont les clés pour se sentir bien sont mieux avec les autres et donc favorisent une meilleure collaboration entre les individus et donc plus de paix. Et je fais le pont maintenant avec effectivement l'autre pendant, c'est-à-dire la vision systémique. Donc finalement, dans le métier de coach, d'accompagnateur, de consultant, le travail qu'on fait, c'est apporter de la ressource à nos clients, à nos accompagnés. Ça suppose que ces clients, parfois, ils n'ont pas ces ressources. Et en aurait besoin. Donc ça pourrait dire qu'on pourrait imaginer un modèle sociétal dans lequel on a un système qui permet d'équiper ces individus en amont de ces ressources, par exemple, en arrivant à l'âge adulte ou plus tard, je ne sais pas. Et c'est pour ça que si on se projetait dans le futur, on pourrait parler d'une éducation de demain, d'une école de demain dans laquelle on pourrait enseigner ces ressources. Est-ce que ça ferait sens pour toi ? Oui, alors j'y crois fondamentalement. En fait, je sais que assez souvent les personnes les critiques qui sont formulées à l'encontre du développement personnel ou du coaching ont souvent une vision un petit peu tout ou rien de ces outils-là et ça donne l'impression que en responsabilisant les individus, c'est-à-dire en disant à l'individu les clés du bonheur sont entre tes mains, que du coup ça déresponsabilise les organisations, ça déresponsabilise les États, ça déresponsabilise les systèmes sociaux, etc. Et à mon sens, en fait, l'idée, c'est de se dire, de toute façon, les organisations et les sociétés sont une somme d'individus. Donc déjà, je veux dire, en réalité, on parle de la même chose. Et surtout, en fait, l'idée, c'est de se dire, pour que les individus fassent évoluer les organisations, les entreprises, les systèmes, il faut que chaque individu sache faire la différence entre ce qui est dans sa sphère d'influence et de pouvoir et ce qui ne l'est pas. Et en fait, faire en sorte que les individus se disent, en fait, tout ce qui est en mon pouvoir et dans ma sphère d'influence, c'est là-dessus que je vais déployer mon énergie, plutôt que de déployer toute mon énergie à me cogner la tête contre un mur qui de toute façon ne bougera pas. Et donc, en fait, à mon sens, c'est en ça que les deux se rejoignent. C'est en fait comment est-ce qu'on donne des clés aux individus pour faire la différence entre ce qu'ils sont en mesure de faire changer dans leur vie personnelle et dans les organisations auxquelles ils appartiennent, pour que justement ils puissent mettre en place les changements qu'ils veulent voir dans ces organisations. Je comprends. Et donc, sans penser à la forme que pourrait prendre cette éducation, si on pense au contenu, quel serait, selon toi, Clotilde, si on pouvait repenser l'éducation au sens large, pas forcément l'école, l'institution, mais vraiment l'éducation au sens large, qu'est-ce qui gagnerait à être mieux enseigné aux individus ? Moi, je vois deux sujets fondamentaux. Le premier, c'est une éducation émotionnelle, mais à tous les âges. Une éducation émotionnelle qui permettrait à chaque individu, de la même façon qu'on apprend à lire, d'apprendre à lire ses émotions, à les comprendre, à les nommer et savoir quoi en faire, en fait. Parce qu'en fait, on vit dans une société, en tout cas, ayant grandi en France, on vit dans une société qui est assez cartésienne, avec une énergie globalement une énergie assez masculine c'est l'action, c'est le mouvement, c'est la puissance, c'est le côté mathématique de la vie, et tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'affectif, de l'émotionnel, finalement c'est presque accessoire, ou c'est presque, on se dit c'est la pollution, et voire c'est des affaires de femmes. Et donc en fait, on passe complètement à côté de cet élément de notre expérience à tous, y compris quel que soit
tout genre confondu. Et donc, il me semble que c'est tout un langage du corps et des relations à côté duquel on passe à côté, on passe à côté de ces choses-là. Et donc, en fait, l'idée, ce serait d'équiper chaque individu pour que chaque individu soit juste en mesure de dire voilà comment je me sens et voilà pourquoi je me sens comme ça. Déjà, ça, c'est le niveau, le niveau de base. Et il y a énormément de gens qui, en fait, quand on leur demande comment ils vont, en fait, ils savent pas le dire parce qu'ils se posent pas la question. Et si on leur pose la question, ils ont pas les mots pour y répondre. Oui. Et ils ne savent pas pourquoi. Quel est important, quel besoin, oui. C'est ça. Et en fait, ils savent pas, c'est-à-dire, si on leur demande pourquoi, ils vont généralement donner une cause extérieure à eux. C'est-à-dire, ils vont dire, je suis énervée parce que elle m'a dit ça, ou je suis stressée parce que ils ont décidé ça. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, le pourquoi, il est toujours intérieur. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, mais c'est ma lecture de la situation. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que tout va bien, etc. C'est cette lecture-là qui crée éventuellement mon énervement et mon stress. Donc en fait, l'idée, c'est d'aider les individus à savoir comment ils se sentent et pourquoi, mais avec une réponse qui leur permet d'y faire quelque chose. Parce qu'en fait, si je me dis je suis énervée ou je suis stressée à cause du monde extérieur, comme je peux pas toujours changer le monde extérieur dans la minute, je suis tributaire de ce qu'ont fait les gens autour de moi, et ça crée de l'impuissance. Voilà, oui. Et en fait, le conflit et la violence naissent souvent d'une impression d'impuissance. C'est si je pense que je n'y peux rien, qu'à ce moment-là, je vais retrousser mes manches et je vais donner un coup de poing dans la figure de la personne en face, quoi. Et ça peut générer aussi des sentiments de honte ou de culpabilité quand on se sent impuissant. L'impuissance, en fait, c'est intéressant parce que selon les individus, ça se transforme soit la réaction est dirigée vers soi, c'est-à-dire c'est la honte, c'est je suis impuissante parce qu'il me manque quelque chose, parce que je suis pas assez, parce que je suis je suis inférieure d'une façon ou d'une autre, ou alors c'est une énergie qui va vers l'extérieur, vers l'accusation, et donc je me sens impuissante, et donc c'est à cause d'eux, c'est eux qu'il faut que j'arrive à soumettre à ma volonté, et donc là ça va être plutôt dans une énergie d'hostilité ou de colère. Donc souvent la honte et la colère, c'est les deux revers de la même la même impuissance. Donc de la même impuissance pourrait naître à la fois l'inaction, c'est-à-dire je ne peux pas et je reste j'ai le sentiment que je ne peux pas, ou alors je porte la faute sur les autres, et donc ça me met en mouvement, mais dans un mouvement qui serait plutôt destructeur, on va dire. Exactement. L'inverse de projet, oui, d'accord. Souvent, j'ai l'impression que l'étape 2, après la compréhension de ses émotions et de ses propres besoins, c'est la compréhension des émotions de l'autre et des besoins de l'autre. Alors, effectivement, je pense qu'en fait, c'est assez naturel, c'est-à-dire que à partir du moment, moi je l'ai constaté pour moi, à partir du moment où j'ai mieux compris mon fonctionnement émotionnel, en fait c'est finalement comme si on avait mis des lunettes et qu'on emporte partout avec soi. Oui. Donc il me semble que ça c'est assez, cet effet du miroir, il est assez naturel, mais ce qui l'accentue à mon sens, c'est l'autre élément qui me paraît essentiel après l'éducation émotionnelle, c'est en fait une éducation basique sur le mode de fonctionnement de notre cerveau, et en particulier nos biais cognitifs, c'est-à-dire les filtres d'interprétation qu'on apporte à toutes les situations. Parce que ce sont ces filtres d'interprétation-là qui déterminent comment on se sent. Et en fait, quand on a conscience de nos propres biais d'interprétation, des filtres que nous, on apporte, c'est là que ça ouvre aussi beaucoup à la compréhension des autres, parce qu'on se dit, en fait, je comprends pourquoi cette personne a réagi comme ça, c'est parce que, par défaut, il a un biais de négativité, et donc il imagine toujours le scénario du pire, alors que moi, je venais avec la meilleure volonté du monde. Mais à partir du moment où moi, j'identifie que dans telle ou telle situation, mon interprétation primaire, ou par défaut, c'est celle-là, je peux imaginer que les autres aussi viennent avec leur propre biais d'interprétation, leur propre biais cognitif, et donc ça permet de sortir de cette espèce d'impression qu'ont la plupart des gens que leur vision du monde est la seule vision du monde, parce qu'en fait ils l'ont jamais questionné, ils pensent que ce que leur dit leur cerveau est nécessairement la vérité, alors qu'en fait on sait de mieux en mieux que c'est loin d'être le cas. D'accord. Ça voudrait dire que on a souvent tendance à identifier notre perception de la réalité à la réalité, qu'on a l'impression que ce qu'on voit, la façon dont on voit ce qui est marqué par exemple sur le mur, l'autre le voit exactement de la même manière. Et puis c'est donc, si on creuse un petit peu les concepts, c'est de réaliser qu'on a donc ces filtres de nos croyances, de nos conditionnements du passé, et donc en fait de notre propre expérience à la vie en fait. Il me semble que ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être
qui peuvent être assez facilement introduites, alors dans tous les contextes, je pense à l'école, mais aussi dans le milieu de l'entreprise. C'est, en fait, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire qui permettent de mettre en lumière ces différences d'interprétation où face à la même situation, selon mon histoire, selon mon éducation, mais aussi selon les identités que je porte, eh bien, en fait, la même situation, je vais pas la vivre du tout de la même façon. Et ça, en fait, je trouve que c'est aussi, ça va vraiment dans le sens d'une compréhension mutuelle, justement dans cette idée dans laquelle on peut se réjouir que globalement nos sociétés vont en direction de plus de diversité, plus d'inclusion. Et en fait, c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est-à-dire selon le corps dans lequel j'ai grandi, le milieu dans lequel j'ai grandi, et ben en fait, mes interprétations par défaut seront pas les mêmes que quelqu'un qui a grandi dans un corps tout à fait différent, dans une famille tout à fait différente ou même à un endroit du monde tout à fait différent. Et c'est de là, ce serait le fondement parce que une condition pour que ça devienne la réalité, c'est accepter la différence et c'est donc promouvoir la culture de l'acceptation sur la compréhension qu'on a tous des réalités différentes. C'est ça. Et en fait, vraiment, l'idée d'intégrer fondamentalement que c'est pas parce que moi je pense quelque chose, c'est pas parce que je crois certaines choses, et c'est pas non plus parce que la majorité des gens qui m'entourent croient la même chose qu'on a raison. Et c'est éviter d'ériger un point de vue comme étant supérieur aux autres ou dominant. Et en fait, je pense que tout ce qui peut être de l'ordre des préjugés et des pardon, le mot ne me vient pas, mais des discriminations sur la base des identités que portent les gens, c'est toujours de là que ça part. C'est toujours le fait de se dire, moi j'ai le point de vue dominant. J'ai le point de vue dominant historiquement ou juste par rapport au contexte dans lequel je me trouve. Et donc, ça me donne un certain pouvoir. Et donc, en fait, je vais pouvoir juste imposer mon point de vue à la personne que j'ai en face de moi. Et ça, à mon sens, c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, même si j'ai le point de vue qui est le point de vue dominant, le fait de me dire, la personne qui est en face de moi, c'est pas parce qu'elle est en minorité qu'elle a moins raison que moi, du coup, je peux avoir un dialogue avec elle en me disant, oui, je comprends son point de vue. Donc ça veut pas dire qu'ensuite on peut tous danser autour du feu et que tout le monde sera toujours en paix. Mais voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut favoriser, c'est ne pas nier l'expérience des autres, ne pas nier la légitimité de ce que pensent les autres autour de nous. Et ça, Dieu sait qu'on est dans une période dans laquelle, au contraire, les opinions sont ultra polarisées. Ça devient très difficile de se parler et c'est inquiétant, je pense. Et c'est vrai que ça rejoint l'échange qu'on était en train d'avoir un peu plus tôt, c'est-à-dire l'approche systémique, l'approche qu'on appelle développement personnel, c'est-à-dire au niveau individuel. Si on prend du jargon d'entreprise, c'est du top-down et du bottom-up. Et en même temps, et ce qui est intéressant, c'est vraiment de réaliser que l'individu qui vit cette discrimination, finalement, ne réalise pas les forces qui sont en jeu, il réalise surtout son mal-être ou son sentiment, peut-être après de nombreuses années de forces qui se sont exercées sur lui, se retrouve avec une estime de soi qui est très très faible ou une manque de confiance en ses propres capacités de jugement et donc vient voir des accompagnants pour dire voilà, moi je ne comprends pas pourquoi et puis j'ai peur du regard des autres, etc. Et finalement on peut agir en bottom-up sur chacun de ces individus, mais finalement l'enjeu il se trouve dans les deux quelque part. Exactement, et je pense que l'inverse peut être tout aussi problématique, c'est-à-dire en se documentant sur justement des biais et différents systèmes de discrimination, que des individus se disent en fait ça explique tout. Ça explique tout de mon parcours. Et donc tant que le système n'a pas évolué, tant que la société n'est pas d'une justice parfaite, en fait je ne peux pas et je ne peux rien. Et donc en fait l'idée c'est de reconnaître les obstacles qui peuvent se présenter sur le chemin de différents individus. Et aussi d'aider la personne à se dire, par rapport aux cartes qui t'ont été distribuées, c'est peut-être pas le jeu idéal. Et si on pouvait, on te donnerait le full, le carré d'as directement. Mais si c'est pas le cas, qu'est-ce qui est encore en ton pouvoir et comment est-ce que tu peux jouer la partie du mieux que tu peux, parce qu'on voit que à titre individuel,
Il y a des personnes qui partent avec le pire jeu du monde et qui arrivent à transformer ça en or. Donc ça veut dire que c'est pas tout le monde, il n'y a pas d'injonction au succès, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles à l'échelle individuelle. Et donc, on va vouloir essayer de favoriser pour chaque personne la réalisation de ce qu'ils ont vraiment envie de vivre, quelles que soient les cartes avec lesquelles ils partent. Oui, il n'y a pas d'injonction au succès et en même temps, il y a cette énergie en nous qui peut être notre intuition et notre envie de nous exprimer tel qu'on a envie de le faire au fond, on va dire, je pense. Ok, et Clotilde, je trouve ça riche et j'aimerais du coup continuer cet échange en te demandant quel impact est-ce que ça aurait ces deux changements dans notre société si on est en 2030 et que c'est devenu une réalité? Comment est-ce que le monde serait différent? Alors déjà la première chose, c'est que j'espère avec le podcast Change ma vie et puis notre programme d'accompagnement, j'espère être déjà en mouvement pour justement mettre entre les mains du plus grand nombre ces outils. Et moi, ce vers quoi je pense que ça nous aiderait à tendre, c'est très simplement une meilleure connaissance de soi, une meilleure connexion à soi et une meilleure connaissance des autres et une meilleure connexion aux autres. Et il me semble qu'à l'échelle d'une communauté ou d'une société, ça en fait ça résoudrait beaucoup, alors peut-être pas tous, mais ça résoudrait énormément de nos difficultés, ne serait-ce que parce que ça nous permettrait, quand il y a des problèmes, d'en parler sans que tout le monde monte tout de suite dans les tours à la deuxième phrase. Parce que finalement, je trouve que c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est quand en fait on n'arrive plus à se parler. Et ça, on le voit entre deux individus, on le voit entre deux parties, on le voit entre deux personnes dans un débat. C'est en fait quand le dialogue n'est plus possible, en fait on sait que ce qui viendra après, c'est nécessairement de la violence. Donc donc c'est vraiment contre ça que moi je voudrais qu'on puisse lutter. C'est l'impossibilité de se parler. Et j'imagine, si j'essaye de mettre à ta place, que quand tu as accompagné des milliers de personnes à passer justement de la situation A à la situation B, tu as une bonne vision de à quoi ça pourrait ressembler si la francophonie entière avait accès à ces outils. Ouais, absolument. Et il y a aussi un point qui m'est particulièrement, qui me tient particulièrement à cœur, c'est cette idée de transmission. C'est-à-dire que parmi les personnes qu'on accompagne, il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants. Et en fait, il me semble que le meilleur moyen d'avoir que la génération suivante ait ces outils-là dès le berceau, c'est d'équiper les adultes d'aujourd'hui de ces outils, parce qu'en fait. Beaucoup de personnes, en réalité, découvrent les limites, et je suis la première à pouvoir en parler, découvrent les limites de leur gestion émotionnelle en ayant des enfants. Et donc, en fait, c'est un très bon moment pour s'équiper de ces outils parce que, en fait, il y a une chose qui est très difficile avec les enfants, c'est qu'ils savent pas du tout gérer leurs émotions. Et je veux dire, c'est par nature, enfin, je veux dire, c'est complètement normal. Et donc, si en tant qu'adulte, on ne sait pas très bien quoi en faire non plus, en fait, on n'est pas du tout équipé. Et donc, c'est dans ces moments-là que ça explose et qu'on peut, déjà, en tant qu'adulte, avoir une expérience de parentalité très, très frustrante et puis très fatigante aussi. Et puis on se dit, en fait, on n'apporte pas aux enfants l'exemple de ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Enfin, c'est tout l'inverse. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se situe au niveau de la transmission entre les adultes et les enfants, que ce soit les parents et leurs enfants ou les adultes d'une façon générale et la génération suivante. Je peux être en empathie et imaginer ce que tu dis. Mais je ne peux pas te rejoindre dans ce que tu dis car je n'ai pas encore d'enfant. J'ai 32 ans, pas encore d'enfant, mais je comprends bien l'idée que on a besoin on a besoin parents d'être équipés pour équiper ses enfants. Ça me paraît clé. C'est l'intergénérationnel. C'est si on va en profondeur sur des sujets autres que les émotions, ça peut être les blessures, ça peut être les croyances qui sont transmises, tous ces sujets, n'est-ce pas? Donc on a donc cet impact pour 2030. Comment alors, ok. Si, imaginons qu'on ait une école qui soit centrée autour de cette notion, c'est-à-dire qui enseignerait à la fois ces deux concepts qui sont fondamentaux, et puis un ensemble de concepts pour favoriser justement l'équipement en ressources fondamentales pour le bien-être et la réussite de chacun. Est-ce que tu verrais, toi, spontanément,
des leviers pour faire grandir ça, pour promouvoir ça, et puis des barrières qui feraient que ça paraît quand même, ça peut paraître difficile pour 2030 par exemple? Alors, un élément qu'on n'a pas évoqué et qui me paraîtrait vraiment important en termes de, parce que là on a parlé un petit peu de la grammaire de base de l'expérience humaine, c'est-à-dire les émotions et les pensées. Mais en fait, il me semble qu'il y a un autre élément qui est fondamental, c'est comment est-ce qu'on fait en tant qu'individu pour conduire sa propre croissance. Parce qu'en fait, à mon sens, ma vision des aspirations de l'être humain, c'est d'être perpétuellement en croissance, en évolution, en découverte de nouveautés sur soi, sur le monde, sur les autres. En fait, ça s'accompagne parce que la croissance est inconfortable et que si on n'est pas préparé à cet inconfort, eh bien en fait, quand on rencontre l'inconfort, on se dit ça doit être que c'est pas pour moi et donc on s'arrête. Et je pense qu'une grande partie des personnes aujourd'hui qui sont en mal de sens, en mal d'épanouissement et qui se demandent un peu ce qu'elles font là et comment ça se fait que ça va pas, souvent c'est qu'en fait elles ont arrêté de grandir, elles ont arrêté d'apprendre, elles ont arrêté de rêver aussi. Et donc en fait il me semble que ce serait vraiment intéressant de communiquer ça alors aux individus, qu'ils soient enfants ou jeunes adultes ou adultes, pour que vraiment ce soit des personnes qui puissent à tout moment de leur vie savoir en fait où est-ce qu'elles en sont de leur propre croissance, à la fois valoriser leur croissance passée, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont fait jusqu'à maintenant, tous leurs apprentissages, y compris quand ça n'a pas fonctionné, dans les moments plus compliqués, voire les échecs, et aussi que chaque individu se dise en ce moment je suis en mouvement vers ça, voilà les choses que j'ai envie de développer, voilà les choses que j'ai envie, les compétences que j'ai envie d'acquérir, les choses auxquelles j'ai envie de me frotter, les choses que j'ai envie de développer, parce qu'il me semble vraiment que c'est ça qui fait, c'est ça l'oxygène en fait de l'épanouissement de l'être humain. C'est pas d'être parfaitement heureux tout le temps, c'est vraiment de se sentir en mouvement vers quelque chose, en construction. Et ça, on le voit dans l'évolution de l'être humain depuis l'aube des êtres humains. En fait, on voit bien, on peut pas nous empêcher d'être tout le temps en construction, en expansion, en exploration. Alors parfois au détriment de la planète, mais à titre individuel, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et on vit dans une société, encore une fois, dans laquelle on nous vend une croissance qui est plus une croissance matérielle qu'une croissance de nous en tant qu'être humain. Et donc en fait, la société de consommation nous dit bien sûr tu aspires à plus, mais sous-entendu une voiture plus grosse, une cuisine plus belle, un maquillage plus à la mode. Et en fait, je pense que quand c'est ça, quand on nous dit c'est ça ta croissance et qu'on achète ça. Alors d'une part, on a dépensé de l'argent pour finalement pas nécessairement un vrai résultat, et surtout c'est pas durable parce que c'est une croissance qui est juste une accumulation de choses extérieures à nous. Alors qu'en fait, ce qui nous nourrit, c'est une accumulation d'expériences enrichissantes, de compétences, oui c'est ça, d'expériences et de compétences. Oui. C'est une croissance, une expansion, une propagation. C'est porter presque, alors je veux pas être spirituel, mais c'est presque être au service de l'énergie qu'on a en nous, de la vie, et qu'on chercherait à construire. Oui, ça peut être différents mots, je pense, construire, donner, aimer, etc. Oui, c'est ça. Et effectivement, la transmission joue un grand rôle là-dedans, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens pour qui, en fait, cette envie de croissance et d'expansion, elle est dans l'impact en fait. C'est combien de personnes est-ce que je vais pouvoir servir, combien de vies je vais pouvoir toucher avec mon message, mon livre, ma formation, etc. Ça, je pense que et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent pourront se reconnaître là-dedans. Et sur le comment, c'est-à-dire on est en 2030, donc on aurait donc ces messages qui ont été favorisés, qui ont été portés au grand nombre. Est-ce que donc si je tire un peu des conclusions de ce que tu as dit, c'est que c'est un processus qui se fait, c'est un processus humain en fait. Les personnes se sont accompagnées dans leur développement. C'est vraiment, moi c'est ça que j'ai ressenti dans ce que tu as dit. Oui, tout à fait. Et ce que tu me posais comme question tout à l'heure, qui était qu'est-ce qui pourrait être un frein finalement, qu'est-ce qui pourrait empêcher ou s'interposer. En fait, je pense que la difficulté, c'est que l'organisation de notre société, elle est essentiellement autour du développement économique de la société.
Et donc, en fait, l'école ne cherche pas nécessairement à former des individus qui vont poursuivre le chemin individuel de leurs aspirations individuelles. En fait, on cherche à former des personnes qui vont pouvoir remplir un certain rôle, occuper une certaine position dans une certaine organisation. Et donc, en fait, il y a une vision très mécanistique, en fait, de la formation des enfants puis des jeunes adultes. Et en fait, là, ce dont moi je parle, et je pense que ce que toi tu nourris comme projet aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup moins prévisible, en fait, en termes de préparation de l'économie de demain. En fait, il y a une espèce de saut dans le vide, donc c'est vrai que c'est un peu utopiste de se dire qu'on pourrait tous suivre nos propres aspirations et que la société pourrait fonctionner. Je pense néanmoins que la planète s'en porterait mieux. Parce que, comme j'évoquais tout à l'heure, il y a beaucoup de phénomènes de surconsommation qui sont en réalité pour combler un vide intérieur. Si on comble le vide intérieur par autre chose que des choses en plastique fabriquées à l'autre bout du monde, il y aura moins de production de trucs en plastique à l'autre bout du monde. Et qui sont la croissance, enfin la surcroissance, on va dire, et la surconsommation qui sont probablement des conséquences du modèle actuel. Alors l'objet n'est pas forcément de le remettre entièrement en cause, mais en tout cas c'est une conséquence, c'est vrai, qui fait se poser certaines questions. Oui. Ok. Écoute, Clotilde, merci pour ce volet-là. Moi, ça m'inspire énormément et j'aimerais évidemment parler de Change ma vie, faire un zoom dessus, chercher à comprendre justement quels sont toi, ton audience, ton public, les besoins, les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Alors, les personnes qui nous suivent sur Change ma vie et qu'on accompagne dans notre programme de coaching, ce sont des personnes qui se posent des questions sur leur place dans leur propre vie et qui aspirent en fait à une meilleure compréhension, justement, pour une meilleure compréhension d'elles-mêmes et de ce qui fait leur épanouissement et leur réussite au sens large, pour en fait pouvoir vivre leur vie de la façon la plus pleine et la plus juste possible. En fait, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est justement d'ouvrir grand le champ des possibles et de surtout pas imposer ou plaquer un modèle de réussite et dire voilà, pour être heureux et épanoui, voilà ce qu'il faudrait faire, étape 1, étape 2, étape 3. En fait, l'étape 1, c'est d'abord qu'est-ce que toi tu veux, à quoi est-ce que tu aspires, dans quelle direction est-ce que tu veux aller, et ensuite on a les outils pour t'aider à aller dans cette direction. Donc c'est vraiment à ces personnes-là qu'on s'adresse, et tout particulièrement à des personnes qui finalement ont l'impression d'avoir coché toutes les cases, c'est-à-dire des personnes qui se sont dit voilà, moi on m'a dit étape 1, étape 2, étape 3, donc j'ai fait étape 1, étape 2, étape 3, et maintenant je suis arrivée à un stade de ma vie où extérieurement on pourrait se dire j'ai tout ce que j'ai toujours voulu avoir, et pour autant je ressens il y a un malaise, il manque quelque chose. Et donc, est-ce que c'est qu'il faut que je change de métier? Est-ce que c'est qu'il faut que je change de lieu de vie? Est-ce que c'est qu'il faut que je change de conjoint ou de conjointe? Mais voilà, c'est des personnes qui sont arrivées à un stade où, en fait, elles sont allées aussi loin qu'elles pouvaient aller avec les outils qu'elles avaient, et elles sentent qu'il leur manque, qu'il faut apporter un changement pour inventer la suite, pour que ce soit pas juste refaire ce qu'elles ont toujours fait. C'est souvent un inconfort qu'on ressent, et quand on va creuser, on se rend compte que c'est par exemple de la quête de sens ou autre chose, mais différente. Ok, alors c'est intéressant parce que tu dois probablement te retrouver avec un public avec des besoins bien différents, et puis ou alors parfois animé d'un besoin similaire, mais dont la réponse elle n'est pas forcément la même en fonction des différentes personnes. C'est ça. Donc nous, le programme de coaching qu'on propose, c'est un programme de coaching qui est vraiment fondé sur des compétences. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée, c'est de transmettre des compétences à la fois d'identification de ce qu'on veut, donc ce que nous on appelle la vision chez Change ma vie, et des compétences pour s'approcher au quotidien de ce qu'on veut, et surtout soutenir sa motivation dans le temps. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des envies de changement, surtout en tout début d'année, tout ça, on se dit voilà, c'est l'année du changement, etc. Et puis en fait, ça s'essouffle parce que face aux obstacles, aux résistances intérieures, aux résistances extérieures, etc. En fait, c'est difficile de continuer dans la durée. Et en fait, on s'aperçoit que
tout ce qui vaut la peine d'être construit nécessite un engagement dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui ont vraiment de valeur qui peuvent être construites en 48 heures, que ce soit dans le rapport qu'on a avec son corps, sa vitalité, sa santé, son épanouissement professionnel, la construction d'une relation, l'éducation des enfants, un engagement citoyen, etc. Voilà, si ça dure une semaine, en fait, ce sera pas très durable comme changement. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment tout est fait pour transmettre des compétences que les personnes qu'on accompagne puissent vraiment intégrer dans leur façon de fonctionner, pour qu'ensuite, face à n'importe quelle situation, en fait, elles puissent commencer par se dire qu'est-ce que je veux là-dedans, dans quelle direction est-ce que je veux faire évoluer les choses. Oui. Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir, et se focaliser là-dessus, et ensuite effectivement pouvoir mettre en place les actions qu'il faut pour aller dans la direction qui leur convient à elles. Et donc en fait, c'est vraiment des compétences de résolution de problèmes et de conduite de changement, mais à l'échelle d'une vie individuelle. Et c'est un programme qui fait le tour à 360 degrés des domaines de vie, parce qu'en fait, selon le moment de leur vie où les personnes nous rejoignent, elles peuvent avoir une difficulté qui est principalement d'ordre professionnel ou relationnel ou émotionnel, etc. Et donc en fait, du coup, elles peuvent construire à partir du parcours qu'on a construit, elles peuvent mettre les blocs dans l'ordre qui correspond le mieux à leur priorité, en fait. Donc c'est un parcours qui est sur 3 mois, 6 mois, sur une certaine durée. Alors, c'est un programme de coaching qu'on propose sur abonnement. Donc, en fait, c'est un abonnement mensuel ou annuel, ce qui permet aux personnes qu'on accompagne de choisir la durée de leur accompagnement. Donc, en fait, selon qu'elles veulent bénéficier de l'accompagnement, comme tu dis, 3 mois, 6 mois, 1 an, en fait, selon la rapidité avec laquelle elles avancent et puis aussi le nombre de thématiques qu'elles veulent explorer dans leur vie, elles peuvent comme ça décider de la durée d'accompagnement. Alors Clotilde, moi j'emploie pas facilement le mot succès, mais après quand même, je crois pas mal d'années d'activité pour Change ma vie, tu es toujours dans les tops souvent 1 du podcast pour Change ma vie, et puis le programme d'accompagnement qui est toujours, très souvent, je crois, en sold out, en liste d'attente. Donc, ma question pour toi, ce serait vraiment, selon toi, quels sont les secrets du succès de Change ma vie ? Alors déjà, je te remercie pour cette belle mise en lumière. Alors, à mon sens, un des facteurs de réussite, c'est d'une part la cohérence dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, si on réécoute aujourd'hui les premiers épisodes de Change ma vie, alors c'est pas la même énergie, parce que c'était moi, j'avais 5 ans de moins et puis 5 ans d'expérience de moins aussi. Mais en fait, il y a une vraie cohérence dans le propos, dans l'approche et dans la philosophie. Ce qui, à mon sens, est un gage à la fois de sérieux, mais aussi c'est rassurant pour les gens de se dire, elle va pas décider dans 3 mois que c'est complètement autre chose qu'elle va nous proposer. Donc il y a une cohérence dans la durée, et je pense aussi que, ce qu'on me dit assez souvent, c'est que c'est à la fois que l'approche est à la fois exigeante, c'est-à-dire je ne supporte pas en fait les gens qui disent il faut parler aux gens comme si c'était des élèves de CE1. Alors déjà, les élèves de CE1, ils comprennent beaucoup de choses, mais on dit en anglais to dumb things down, c'est les rendre bêtes. Présenter une espèce de niveau bête des choses pour que les gens comprennent, comme si on s'adressait à un public d'imbéciles. Ça vraiment, je trouve ça ultra condescendant. Et donc en fait, moi, ce que je veux faire, c'est apporter un propos qui est structuré, qui suppose un niveau d'intelligence et d'ouverture d'esprit qui, je pense, est celui des personnes qui m'écoutent. Et donc en fait, c'est pas condescendant, c'est pas je leur parle en leur donnant le meilleur de ce que j'ai compris, en essayant d'articuler les choses d'une façon qui soit structurée et pédagogique pour qu'on suive mon propos. J'apporte beaucoup d'exemples aussi pour que les personnes puissent, que ce soit digeste et qu'on puisse vraiment s'approprier ce que je propose. Mais c'est assez exigeant et en même temps accessible. Et donc je pense que il y a des gens à qui ça convient vraiment bien. Et puis, et qu'en est-il du succès du parcours d'accompagnement ? Alors, je pense que c'est un petit peu le prolongement de ça, c'est-à-dire que ce que nous disent les personnes qu'on accompagne, c'est d'une part, elles parlent toujours de l'énergie qu'on apporte à l'accompagnement, parce que je pense qu'on est dans
Bon, surtout en ce moment, on vit une période qui est anxiogène par bien des aspects. Et en fait, le fait de faire partie d'un programme de coaching c'est une démarche collective, dans laquelle on est au quotidien en contact avec des coachs qui apportent de la chaleur, qui apportent de la bienveillance, qui apportent une bonne dose de joie et d'humour aussi, dont on peut parfois manquer dans son quotidien, mais en même temps au service d'une démarche qui est sérieuse, qui est structurée et qui fonctionne. En fait, il y a quelque chose qui est, je crois, un cadre vraiment rassurant dans lequel conduire une démarche de changement. Parce qu'en fait, il y a rien de plus vulnérable. En fait, tu sais, c'est l'image de la mue du homard, je crois. Tu sais, c'est le homard petit, il a une carapace, et puis en fait, quand il change, il y a une période pendant laquelle il a pas de carapace. Et donc finalement, quand on est dans une démarche de coaching, en intermédiaire, en fait, quand on est entre le mode de fonctionnement d'avant et le nouveau mode de fonctionnement, en fait, c'est inconfortable et on est assez vulnérable. Et donc, on se sent assez vulnérable. Et donc, le fait d'avoir une approche qui est très professionnelle, on est très disponible, on est très sérieuse et très engagée dans notre démarche, en fait, ça permet finalement de se dire, voilà, je suis en de bonnes mains. Ce sont des personnes qui sont à 1000% investies dans mon succès, dans cette démarche et dans vraiment la justesse de ce qu'on me propose. Et donc je pense que c'est ça qui est c'est la chaleur, la bienveillance et le sérieux. Généralement, c'est ça qui ressort des retours qu'on a. Moi j'entends aussi de l'authenticité sur la partie podcast. Et puis, c'est ça, la disponibilité, en tout cas la bienveillance pour faire en sorte que ton audience se sente en sécurité dans cette période où justement, cette fois-ci, c'est eux qui sont en vulnérabilité. Exactement. Et ce que j'ajouterais, c'est que en fait, ça c'est vraiment un truc que moi j'ai beaucoup dans mon activité professionnelle et le coaching en particulier, c'est ce mélange de sérieux sur le fond, mais d'humour sur la forme. En fait, je trouve que en coaching et quand on parle, tu sais, de nos émotions et quand on parle de situations qui sont parfois difficiles, alors on peut pas rire de tout et tout le temps, mais il y a souvent des fois où en fait quand on est dedans, on a l'impression que c'est la fin du monde et que c'est hyper dur, etc. Et en fait, on aide toujours les membres de notre programme à voir où est-ce qu'on peut trouver une forme de légèreté, une forme d'autodérision, une forme comment est-ce qu'on peut faire pour s'amuser de nos fonctionnements humains, de nos travers, de la condition humaine et de ce qui nous rassemble. Et en fait, à partir du moment où on peut trouver une forme d'humour et d'amusement autour de ça, en fait, ça désamorce la partie de notre cerveau qui est en mode alerte, urgence. Et là, on arrive beaucoup mieux à avancer. Donc en fait, on fait vraiment ça. Alors, dans l'équipe Change ma vie, d'une façon générale, on s'amuse bien. Enfin, moi, j'aime bien rire et j'aime bien, faire des blagues. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on transmet aussi. C'est, au bout du bout, on ne sauve la vie de personne, on change des vies, mais on n'est pas un service d'urgence médicale. Et donc l'idée, c'est de se dire cool, on peut trouver une forme de joie et de légèreté dans cette démarche, parce que au bout du compte, si on s'engage dans quelque chose et que ça va être sérieux et difficile et inconfortable tout du long, en fait personne veut y aller, quoi. Donc Pour finir sur la partie Zoom sur Change ma vie, c'est quelles sont les valeurs que tu portes en fait, hein, si j'ai bien compris, il y a cette légèreté et puis j'imagine qu'il y en a d'autres. Oui, alors les valeurs de Change ma vie, c'est d'abord la clarté. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est de toujours nous assurer qu'on dit les choses clairement, que notre communication est claire, qu'elle est lisible et que ce qu'on explique est aussi compréhensible que possible. La deuxième valeur, c'est la responsabilité. Donc l'idée, c'est vraiment que nous, on prenne la responsabilité de ce qu'on apporte, mais on responsabilise aussi beaucoup les personnes qu'on accompagne, parce que le coaching doit pas être une béquille. En fait, c'est une transmission de compétences et c'est mettre à disposition des outils, mais il faut que la personne s'en empare, parce que sinon on crée une forme de dépendance qui n'est pas du tout en faveur de la personne qui est accompagnée. La troisième valeur, c'est la croissance, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment c'est une source d'épanouissement, mais c'est aussi accepter l'inconfort de la croissance et donc sortir de ces schémas bien huilés et accepter de parfois rater, de parfois pas faire comme il faut, etc. Et la dernière valeur, c'est le plaisir, ce qui rejoint cette idée de joie, de légèreté. C'est vraiment de se dire, à partir du moment où on est dans quelque chose qui relève plus de l'envie
que du besoin primaire, en fait, il faut vraiment pouvoir créer autant de plaisir dans la démarche que possible, parce qu'au bout du bout, voilà, quand on s'engage dans un programme de coaching, c'est un cadeau qu'on se fait. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait du plaisir dans le déballage et la façon dont on vit le cadeau. Il faut vraiment que ce soit qu'il y ait toujours une dimension de plaisir, même dans la partie qui est parfois inconfortable. Merci pour ce zoom, Clotilde. Pour poursuivre, alors j'ai 3 questions à te poser. La première, c'est par rapport au futur de Change ma vie. Est-ce que donc c'est un projet que tu vas continuer donc à long terme? As-tu d'autres projets, que ce soit bien sûr professionnel, personnel, etc.? Change ma vie, le podcast, Change ma vie, le programme d'accompagnement, c'est quelque chose. Moi, je suis engagée là-dedans sur le long terme. Ça me passionne et j'en ai pas fait le tour, donc on va continuer. Le projet l'épisode 1000. Tu iras jusqu'à l'épisode 1000. Oui, c'est ça, faudrait que je calcule quand est-ce que ce sera l'épisode 1000. Ce sera peut-être en 2030, comme tu disais. Le podcast et le coaching, ça reste le cœur de ce qu'on fait, et le gros projet que j'ai envie de monter en sidecar avec ça, c'est la Fondation Change ma vie, qui est donc une organisation dont je voudrais qu'elle soit financée par la partie coaching, et dont la mission serait de rendre les outils de coaching, et donc le coaching en particulier, accessible à des personnes de faibles ressources. Parce que aujourd'hui, comme je le disais, le coaching, c'est un cadeau qu'on se fait. Néanmoins, il y a des personnes qui méritent ce cadeau et à qui dont j'aimerais qu'elles puissent s'offrir ce cadeau, mais à un tarif qui serait beaucoup plus accessible pour des personnes à faibles moyens. Et on pense par priorité aux étudiants et aux jeunes qui sont sans emploi ou en situation d'emploi précaire. Oui. Et également, je pense aussi beaucoup aux parents isolés, et donc en particulier, parce que c'est la majorité des parents isolés, les femmes qui élèvent des enfants seuls. Oui. Parce que ce sont des situations dans lesquelles l'addition des responsabilités et la difficulté qu'il y a à justement trouver un espace de respiration pour penser sa vie, ça fait particulièrement défaut dans la vie de ces personnes-là. Et donc c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Et donc aujourd'hui, notre engagement, il est auprès d'une association qui s'appelle Enfance et Partage, qui est une association qui fait de la prévention et de l'accompagnement des enfants victimes de violences, donc violences de toutes sortes. Et donc en fait, notre idée, ce serait, donc là aujourd'hui, on est déjà en mesure de soutenir cette association en leur reversant 2% de notre chiffre d'affaires. Et on voudrait pouvoir compléter cette action parce que donc eux, ils s'occupent des enfants, et ça c'est vraiment une compétence qui est très particulière que nous on n'a pas. En revanche, la compétence de coaching, on aimerait pouvoir l'apporter à la phase de vie qui est ce tournant de l'âge adulte, auquel, à mon sens, avoir ces outils-là pour imaginer sa vie, ça fera toute la différence. Et puis les parents isolés. C'est inspirant. Ça me rappelle. Alors, comme tu le sais, probablement, il y a plein de modèles possibles, comme du mécénat de compétences que tu as dû bien sûr envisager. Ouais. Oui, qu'on envisage d'ailleurs de développer avec l'association Enfance et Partage, qui nous permettrait, alors bien sûr on va pas coacher les enfants, mais par contre on envisage de faire quelque chose pour finalement apporter un soutien aux bénévoles, parce que les bénévoles qui interviennent auprès des enfants, qui interviennent auprès de leur famille, etc., eux-mêmes ils ont des émotions, et voilà. Donc en fait l'idée, ce serait plutôt que d'être en première ligne, ce serait d'être en deuxième ligne, pour aider ceux qui sont les gens qui sont vraiment sur le terrain, nous, qu'on puisse exactement. Ouais. Tu l'as dit de façon plus succincte. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, et donc on y réfléchit beaucoup, et donc on est en train de voir comment est-ce que ce serait possible. J'étais hier soir à la soirée annuelle de l'organisation La Maison des Femmes, qui est une maison qui de Saint-Denis. Donc ils ont fait leur soirée annuelle au Palais de Chaillot, donc de ce grand théâtre à Paris. Et donc moi je visualisais, je me disais un jour la Fondation Change ma vie fera sa soirée annuelle dans un théâtre comme celui du Palais de Chaillot. Et donc c'est l'ambition derrière l'ambition, qui arrivera probablement en même temps ou avant le 1000e épisode.
Probablement. Okay. J'espère avant. Oui. Clotilde, alors pour finir, aurais-tu une lecture, une personnalité, un podcast, un auteur, un penseur à nous faire découvrir ? Alors, j'y réfléchissais avant et je vais nommer quelqu'un qui sera peut-être un petit peu surprenant parce que je pense qu'on n'a pas du tout en surface la même énergie, mais c'est un entrepreneur américain qui s'appelle Alex Hormozy. Je ne sais pas si tu as déjà croisé ses contenus sur Internet. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ça s'écrit Hormozi. Et donc, c'est un entrepreneur américain qui, je ne vais pas vous faire son parcours, mais en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui livre beaucoup, qui explique beaucoup sa façon de réfléchir et qui réfléchit beaucoup, on dit en anglais en framework, c'est-à-dire ça me passionne de m'équiper de différentes grilles d'analyse de situations, c'est-à-dire des façons de réfléchir à différentes situations. Et en fait, je sens que c'est quelque chose, un goût qu'on partage, parce qu'en fait, quand on écoute ces contenus, en fait, c'est souvent ça. C'est souvent ça que j'en retire, c'est-à-dire c'est face à une question, il a une façon vraiment originale d'y réfléchir. Et donc moi, ça m'intéresse beaucoup de comprendre sa façon de réfléchir, parce que ça contribue à alimenter ma boîte à outils de réflexion sur la vie, sur la résolution de problèmes, et aussi sur le développement d'une entreprise, puisque lui c'est un entrepreneur qui a monté plusieurs entreprises et qui aujourd'hui est plutôt une sorte de fonds d'investissement en fait, qui se propose d'aider d'autres entreprises à se développer. Eh bien, j'invite l'audience à aller découvrir Alex Hormozy. Et merci pour ça. Clotilde, un dernier message pour finir ? Aurais-tu un dernier message ? Alors, ce que je peux peut-être apporter, c'est comme j'évoquais tout à l'heure, cette idée d'éducation émotionnelle, elle me tient beaucoup à cœur. Et donc, si les personnes qui t'écoutent veulent un petit peu s'imprégner de notre façon de transmettre ça, on a créé un support qui s'appelle le cahier de l'indépendance émotionnelle, qui permet de poser en fait les bases quelques bases de cette gestion émotionnelle. Et donc, c'est un contenu qu'on propose gratuitement. Donc, l'adresse c'est changemavie.com/mes émotions en un seul mot. Et donc en fait c'est un cahier qui est très pratique comme tout ce qu'on propose, donc qui explique des concepts et qui propose des mises en pratique. Et donc si tu as la possibilité de mettre le lien dans les notes de l'épisode pour les personnes que ça intéresse. J'espère que vous avez aimé cet échange que j'ai eu avec Julien, que je remercie vivement de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de parler de tous ces sujets. Pour découvrir le travail de Julien, vous retrouverez son podcast « Vivre mieux » sur toutes les plateformes de podcast, y compris celle sur laquelle vous écoutez Change ma vie. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.